Salut les gars, la psychiatre zinzin. Je me pèle dans mon cabinet, vu que je fais des consultes par téléphone et que j'y suis pas allée depuis longtemps. C'était pour parler des effets psychologiques du confinement. Donc j'espère que vous tenez le coup. Non, parce que franchement, moi j'ai du mal à supporter. Oui, on nous dit c'est bon, ça va, c'est pas la guerre, on n'est pas. Enfin, si, c'est la guerre apparemment. Mais bon, on n'est pas bombardé. Oui, d'accord, on n'est pas bombardé, mais on nous demande juste de rester dans notre canapé, c'est bon. Oui, enfin, en fait, c'est quand même pas rien, vu que ça nous coupe de certains besoins humains fondamentaux, tels que le contact social, par exemple, notamment. Voilà. Alors, déjà, eh bien, il y a tout un processus de deuil, puisque nous subissons des pertes. Perte de liberté, perte de contacts sociaux, perte de contact avec des proches qui nous sont chers, perte du sentiment de sécurité, notamment au niveau sanitaire, bien sûr. Évidemment, tout cela peut réveiller des angoisses de mort qui étaient donc bien enfouies dans un coin de votre cerveau et puis qui ressurgissent, pouvant entraîner des crises d'angoisse. Il y a d'abord une forme de déni, ce qui a poussé pas mal les gens à sortir malgré l'interdiction de sortir. Il y a après donc la phase où on est en colère, puisque on se dit non mais attends, on va quand même pas me forcer à rester chez moi, c'est quand même pas possible. On va quand même pas me verbaliser parce que je suis dehors. Je ne vis pas dans une dictature. Une fois qu'on s'est rendu compte que bah si en fait si on sortait on allait se faire dégoupiller par tout le voisinage et par les flics et que de toute façon c'était ce qu'il fallait faire, on commence à accepter et donc là on commence à se sentir assez en détresse, on peut se sentir triste et puis profondément désemparé, démuni par rapport à la façon dont on va vivre ce confinement. Après, quand même, quand on a accepté la chose, il peut y avoir des jours qui sont bien et puis d'autres jours où on se sent moins bien. Donc c'est fluctuant. Sans parler de l'anxiété par rapport aux problèmes financiers. Pour les gens qui vraiment là ne travaillent plus ou qui sont au chômage partiel ou qui ont de gros problèmes, qui ont de grosses pertes financières. Moi, je suis moyennement inquiète pour ça, vu que je pense que le système économique va s'effondrer, que les banques vont faire faillite et que donc toutes les cartes vont être rejouées. Et n'oublions pas que notre argent, ce n'est que des chiffres sur l'ordinateur, mais qu'en réalité, notre argent n'existe pas. Il y a aussi une perte de confiance dans les institutions qui sont censées nous protéger. Et bien sûr, dans une perte de confiance totale dans les propos tels que tout est sous contrôle, etc. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais ça saute vraiment aux yeux, là, en ce moment. Bien évidemment aussi, la manière dont vous allez vivre le confinement va dépendre du contexte dans lequel vous êtes. C'est sûr que ça va pas être pareil si vous êtes dans un appartement avec des enfants, ou si vous êtes dans une maison avec un jardin, de surcroît sans enfants ou sans une personne dont vous devez vous occuper. Parce il y a aussi des personnes qui s'occupent de leurs parents qui ont des maladies d'Alzheimer, par exemple. Et là, je peux vous assurer que c'est assez terrible pour eux. On entend beaucoup dire aussi que ce confinement augmente la fracture sociale entre les personnes au niveau des inégalités sociales. Alors parfois oui, mais parfois non, parce que je me dis qu'il vaut quand même mieux être quelqu'un qui a peu de revenus dans une petite maison avec un terrain à la campagne que quelqu'un de richissime qui a un magnifique appartement de 80 mètres carrés à Paris, quoi. Personnellement, je vis dans un milieu semi-rural et la grande majorité de mes patients vit dans un milieu rural ou semi-rural. Et du coup, les gens vivent quand même relativement bien le confinement par rapport à des personnes qui vivent en centre-ville.
En tout cas, moi, ce que je pense qui est très important et qui n'est pas trop décrit, je trouve, dans ce que j'ai lu, c'est que, évidemment, les réactions vont être extrêmement différentes selon les personnalités et les tempéraments. Par exemple, quelqu'un qui est introverti, vous pouvez vous référer à ma vidéo sur les introvertis extravertis pour connaître un peu les différences. Il y a pas mal de personnes introverties qui vivent bien le confinement. En tout cas pour l'instant, tant qu'il ne dure pas trop longtemps. J'ai pas mal de patients, par exemple, qui, alors qu'on dit que les personnes qui ont des troubles psychiatriques sont les plus exposées à la détresse du confinement, finalement, moi j'ai pas mal de patients qui se sentent moins anxieux que d'habitude et qui se sentent mieux que d'habitude. Parce qu'en fait, ils ne sont pas exposés aux facteurs de stress externes. Déjà, ceux qui étaient en pré-burnout, burnout, là, ils sont plus en burnout. Ils ne se sentent plus du tout coupables de rester chez eux. D'une manière générale, les personnes qui ont un tempérament introverti ou anxieux sociaux, par exemple, ils se sentent soulagés du fait de devoir rester chez eux, de n'avoir aucune sollicitation de l'extérieur qui pourrait les culpabiliser, les mettre en tiraillement intérieur. Ah, j'y vais pas, il faut que j'y aille, c'est pas poli de pas y aller, j'ai pas envie, ça va me stresser. Voilà, donc en fait, eux, du coup, les personnes introverties ne sont plus exposées à leurs facteurs de stress habituels. Elles sont bien chez elles, elles se sentent bien et elles se nourrissent de leur monde intérieur pour fabriquer leur dopamine. Et donc, pour eux, pour l'instant, c'est bien. Voilà. Pour les personnes extraverties, comme moi par exemple, c'est pas génial. La personne extravertie, elle fabrique sa dopamine et son élan vital en se nourrissant des stimulations externes. Je peux vous dire que moi là, je ressens vraiment une déplétion en dopamine. Ça me donne une humeur, mais vraiment maussade, avec une perte de motivation totale, alors que je m'étais mis plein d'objectifs, de choses à faire, enfin bon. Des troubles de la concentration aussi. Déjà que d'habitude j'ai plutôt des troubles de l'attention, mais alors là parfois je plane total. Alors après, même chez tous les tempéraments, on peut rencontrer des problèmes communs, c'est-à-dire de l'angoisse, de l'anxiété face à cette maladie, que ce soit pour soi-même ou pour des proches qui seraient vulnérables. On peut avoir souvent des insomnies, des cauchemars. On peut sentir un sentiment de vide, d'ennui et une irritabilité inhabituelle. Et puis on peut avoir tendance à abuser des drogues récréatives, que ce soit alcool évidemment en premier lieu en France, cannabis, etc. Je ne sais pas d'ailleurs comment on va pas tous finir alcooliques, mais bon, on verra. Il peut y avoir un abus de médicaments pour les personnes qui consomment des tranquillisants ou des hypnotiques. Il peut y avoir un abus de médicaments. Pour certains troubles psychiatriques, ça peut être effectivement un gros facteur de fragilité. Je pense notamment aux personnes psychotiques ou borderline, mais vraiment bien très borderline, enfin je me comprends, qui peuvent développer des syndromes dissociatifs beaucoup plus facilement. On sait que l'isolement, ça favorise les hallucinations, puisque le cerveau remplit le vide. Ça va favoriser les hallucinations, les idées délirantes. Il y a une véritable rupture de normalité, de l'état normal de nos vies. Et donc cela peut créer des émotions vraiment indigestes qui peuvent avoir du coup un effet traumatique. Et dans le syndrome de stress post-traumatique, il y a un état dissociatif assez souvent. La dissociation, c'est en fait un état où on n'est plus trop en contact avec ses émotions et ses pensées. Et donc on peut avoir le sentiment d'être déconnecté de soi-même
et d'être spectateur en fait de sa propre vie. On appelle ça aussi des sentiments de déréalisation, c'est-à-dire sentiment que ce que je vis n'est pas la réalité. Après, chez des personnes qui seraient prédisposées à avoir des états dissociatifs, notamment des personnes qui ont des antécédents de traumatisme, que ce soit toutes les personnes qui ont été agressées, abusées sexuellement, maltraitées dans leur enfance ou même plus tard, et ben, ces personnes-là ont plus de facilité à faire des états dissociatifs, puisque c'est une sorte de mécanisme de défense pour le psychisme, pour vivre la réalité de manière moins douloureuse. On appelle ça aussi parfois dépersonnalisation, puisque on peut avoir l'impression de n'être plus du tout la personne que l'on est. Il y a des expériences de sortie du corps aussi, c'est-à-dire qu'on a le sentiment de ne plus être dans son corps, voire de se voir, d'être réellement sorti de son corps. Donc c'est quelque chose qui arrive plus aux personnes vulnérables psychologiquement, qui ont vécu des traumas, etc. Mais ça peut arriver à tout le monde en cas de stress. Ça fait partie des mécanismes de défense psychique. Donc si jamais ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Dites-vous, ok, je suis en train de vivre une expérience de déréalisation. Puis vous gérez la chose de la même manière que vous auriez géré une crise d'angoisse. Vous vous allongez, vous respirez lentement, et puis vous appelez un proche. C'est encore le mieux, je pense, de reprendre contact avec la réalité en appelant un proche, voilà, de confiance à qui vous pouvez confier ce qui vous arrive. Après, si vous pouvez vous mettre de la musique ou quelque chose qui vous sort un petit peu de cet état d'esprit, regardez un film drôle, quelque chose qui vous ramène à la réalité d'avant, hein, surtout pas BFM TV, donc ça il faut vraiment essayer d'oublier BFM TV si vous êtes stressé, parce que c'est absolument c'est une réelle violence morale, je trouve, en fait, ce harcèlement d'informations qui ne sert à rien, puisque de toute façon on ne peut rien faire. Donc si vous arrivez à vous concentrer, essayez de vous plonger dans un livre que vous avez aimé, dans une BD, quelque chose voilà, qui vous raccroche à la réalité. Si vous avez des troubles psychiques et que dans votre traitement vous avez un anxiolytique, là c'est le moment d'en prendre, hein. Je pense qu'il ne faut pas s'en priver à ce moment-là. Ça fera vraiment baisser l'angoisse et ça fera passer ces impressions de dissociation qui peuvent être très angoissantes. Par ailleurs, ce qu'il est conseillé donc pour mieux vivre le confinement, c'est de garder bien sûr des contacts avec ses proches, alors que ce soit par les réseaux sociaux, par des groupes de soutien, etc. Mais c'est vrai que parler directement à ses proches par appel téléphonique ou même les voir sur Skype ou WhatsApp, c'est vrai que c'est quand même différent, c'est mieux que simplement écrire. Si vous vous sentez mal et que vous avez besoin d'en parler, que vous ne trouvez pas de personne pour parler de votre mal-être, sachez qu'il y a des plateformes téléphoniques qui ont été mises en place, donc vous pouvez chercher le numéro sur internet. Heureusement que mes patients ne voient pas ma tronche et ma position quand je consulte par téléphone. La solitude, le manque de contact et la rupture de normalité fait vraiment remonter d'anciennes émotions traumatiques liées aux problématiques abandonniques. Donc quand on a ce qu'on appelle des schémas précoces internes tels que je ne vaux rien, je n'intéresse personne, je ne suis pas digne d'être aimé, etc. Toutes ces problématiques abandonniques, bien là, ressurgissent et font surgir des émotions très fortes, abandonniques, et beaucoup de tristesse et de désespoir. Ce qui est très difficile pour les personnes très vulnérables au niveau psychique actuellement, c'est que, en tout cas dans ma région, les cliniques psychiatriques se vident de leurs patients, ne prennent quasiment plus de nouveaux patients. En tout cas, y entrer est devenu très compliqué.
Et l'hôpital est saturé, du coup, eh bien c'est très difficile à gérer. Notamment les personnes qui ont des idées suicidaires, habituellement sont hospitalisées très facilement. Et là, eh bien, ce n'est malheureusement pas le cas. Il peut y avoir bien sûr beaucoup plus de perturbations relationnelles que d'habitude. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent et en fait qui en pleurs évoquent des conflits familiaux ou des conflits avec leur entourage, etc. Alors, il faut bien avoir conscience que nous avons tous des émotions très perturbées en ce moment. Et du coup, bien vos réactions émotionnelles peuvent être vraiment différentes, ou en tout cas vous pouvez réagir excessivement à des choses au sein d'une relation. Et donc évitez de penser que si par exemple vous vous disputez beaucoup avec votre conjoint en ce moment ou votre conjointe, évitez de penser que le problème est la relation. Alors évidemment, ça peut révéler des problèmes qu'on n'avait pas pris le temps d'observer, mais ça peut aussi être juste de l'irritabilité qui s'exprime, et le problème n'est pas la relation, mais la perturbation émotionnelle du moment. Alors, ça peut être le moment de s'intéresser à la communication non violente et de prendre le temps d'essayer d'améliorer la communication avec vos proches. Pour ceux qui ont des enfants, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, ça fait 2 ans et demi que je veux faire une vidéo sur le burn-out maternel, que j'ai commencé à tourner des vidéos, mais je n'ai jamais eu le temps de le faire. Donc là, je vais essayer de prendre le temps de le faire. Mais je pense que les gens qui étaient déjà en burn-out parental, là, ça doit vraiment être compliqué. Et puis alors, ceux qui ont des collégiens, c'est vraiment terrible. La quantité de travail qu'ils ont à faire, c'est vraiment pas possible. Parfois c'est du véritable harcèlement, une espèce de violence, en plus avec des menaces de mettre des zéros si le travail n'est pas fait. Et d'ailleurs il y a des profs qui eux-mêmes s'insurgent du comportement de certains de leurs collègues, de donner autant de travail avec autant de pression. J'ai une idée, on pourrait se congeler pendant 6 semaines. Ou alors prendre 3 barrettes de Lexomil par jour. Non, je peux pas, j'ai des enfants. Je veux pas vous donner de mauvaises idées, parce que c'est pas bon pour la santé quand même. Okay. Je lisais hier d'ailleurs un livre sur la joie de Filiosa. Alors il est super sympa ce livre, Cultivez votre joie, il s'appelle je crois. Où elle dit bien que la joie c'est vraiment ce qu'on ressent quand on se sent vivant. Et en général, on atteint la joie quand nous sommes engagés dans une action qui a un objectif précis. Et souvent, quand nous sommes réunis, quand nous sommes ensemble avec d'autres personnes, unis dans une action, de préférence utile. Donc là, on voit bien qu'on est quand même en grande partie beaucoup privé de ça, et donc privé de joie en fait. Du coup, il faut essayer de trouver d'autres sources de joie, la joie qu'on peut trouver tout seul à l'intérieur de soi. Elle parle dans son livre de pas mal de moyens d'augmenter notre fabrication d'hormones du bonheur et de diminuer les hormones du stress. Donc les hormones du bonheur, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, etc. Par exemple, c'est une étude qui a montré ça. Vous mettez les bras en l'air pendant 2 minutes et le menton vers le ciel, et les bras en l'air pendant 2 minutes. Et votre cerveau fabrique des hormones du bonheur, et le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, diminue dans votre corps. Et donc c'est le genre de petit truc qui peut vous faire du bien. Par ailleurs, dans ces circonstances, ça me semble important de parler du détachement, qui n'est pas exactement comme le lâcher prise, mais qui est le fait d'arriver à ce que notre état intérieur ne dépende pas des circonstances extérieures. Voilà.
bon, c'est facile à dire comme ça, mais voilà, on peut se dire aussi que eh bien, de cette épreuve va probablement surgir des choses nouvelles. On expérimente de toute façon déjà en soi des choses nouvelles et peut-être hyper importantes du fait de ce confinement. La plupart d'entre nous, je pense, essayent de compenser ce manque de joie par une augmentation du plaisir, des sens, donc par exemple la bouffe, etc. Au final, c'est pas très concluant parce que en fait, le plaisir n'apporte pas la joie. Par exemple, moi j'ai craqué sur un pot de Nutella. Bon, c'est vrai que ça fait plaisir quand on le mange, mais ça nous rend pas joyeux, quoi. C'est clair. Alors, ce qui peut être important aussi, c'est de pleurer. Si vous vous sentez en détresse, angoissé, triste, en colère, eh bien, essayez de pleurer. Alors, c'est facile à dire. Comment je fais pour pleurer si ça vient pas tout seul? Eh bien, vous pouvez essayer de faire comme si vous pleuriez, mais des vrais sanglots, hein. Et puis, en fait, parfois, ça vient tout seul. Parce qu'il n'y a pas que la tristesse qui donne des pleurs, hein. Il y a la colère, la frustration, la douleur, mais aussi la joie et l'amour. Mais en ce moment, beaucoup de gens ressentent beaucoup de colère. Beaucoup de colère par rapport à cette situation, par rapport au fait que le gouvernement n'ait pas bien géré cette crise. Enfin, ce que je lisais aussi dans ce bouquin, c'est que autant nos émotions influencent notre posture et nos mouvements, autant notre posture influence aussi nos émotions. Et donc si on se tient droit comme ça, le menton levé, nos mouvements, notre posture va influencer nos émotions, tout à fait logique, hein, je veux dire, c'est le système nerveux qui est global. Et donc nous n'allons pas ressentir les mêmes choses. Et ça, d'ailleurs, c'est très bon pour le système immunitaire. Au passage, il y a des études qui ont montré que les pleurs donc, faisaient diminuer le taux de cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress. D'ailleurs, un taux élevé de cortisol entraîne un mauvais fonctionnement du système immunitaire. Donc pleurer, en plus, donc pleurer, ça fait augmenter les endorphines. Donc voilà, des molécules qui font du bien. Plutôt que de regarder BFM TV, essayez de regarder des films comiques. Alors même si vous n'avez pas le cœur à ça et que vous n'avez pas envie, mais au final, quand vous êtes devant le film comique ou devant des sketchs, hein, je sais pas moi, des comiques que vous aimez, si le rire vous prend tout seul, et le rire c'est extrêmement positif, autant sur le plan de l'humeur, sur le plan émotionnel que sur le plan hormonal, etc. Puis nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de vivre en groupe. Et là, le fait d'être dans un isolement forcé, eh bien, en fait, dans notre cerveau reptilien, c'est un signal de danger. Et puis, ça fait diminuer la quantité d'ocytocine qu'on a dans le cerveau, l'ocytocine étant l'hormone de l'attachement. Et c'est pour ça que, paradoxalement, on peut avoir... Alors, les premiers jours, les personnes nous manquent beaucoup. Et puis, après, il y a une espèce de sentiment de détachement et d'anesthésie affective, émotionnelle, ça peut arriver, où finalement on n'a plus envie de rien et on se dit, bon, de toute façon j'aurais même plus envie de voir personne. Enfin, c'est une espèce de défense en fait. Et donc c'est important de cultiver la fabrication d'ocytocine. Il y a plusieurs façons de faire monter l'ocytocine. Il y a les rapports sexuels, mais aussi les rapports sexuels tout seuls. Hein. Donc ça fait monter l'ocytocine. Il y a le bain chaud. Bon, c'est pas très écolo, mais bon là, vu qu'on fait rien d'anti-écolo, je pense que pour l'instant, on peut se permettre de temps en temps un bain chaud. Il y a plein de moyens de faire monter l'ocytocine. Après, si vous avez des enfants, évidemment, et si vous vivez pas seul, bien le fait évidemment de s'embrasser, de se faire des câlins, de se faire des massages, d'avoir un contact vraiment physique, ça va faire monter le taux d'ocytocine.
Alors on dit que c'est une révolution culturelle qui nous attend. C'est sûr que beaucoup de nos croyances sont complètement remises en question. J'espère que de cette crise émergera des changements profonds dans notre manière de considérer l'humain, le vivant, et d'arrêter d'être dans cette espèce de folie, de tyrannie de l'économie. Voilà. Et puis pour ceux qui pensent que ça va être la guérilla Mad Max et que les êtres humains sont incapables de s'entraider, eh bien déjà on voit que la solidarité est vraiment très forte entre les gens, qu'il y a beaucoup d'entraide. Alors on n'en est pas à des circonstances de survie qui pourraient mener à des comportements violents, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de potentiel de solidarité. Voilà. Alors quand même, la chance qu'on a, c'est que cette crise arrive au printemps et que du coup, on est quand même un peu plus optimiste et la nature s'éveille, la vie recommence et donc c'est quand même meilleur pour le moral. Et en plus, surtout, on peut commencer à faire des potagers, que vous soyez sur un balcon ou même si vous avez une toute petite surface. Vous pouvez du coup avoir le temps de vous mettre à faire un potager. Et ça, je pense que c'est un truc qui est hyper important. Sur ce, je vous souhaite bon courage. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé et qu'elle n'est pas trop éparpillée. Je pars un peu dans tous les sens quand même. Mais bon, voilà, bon courage à tous. N'hésitez pas à poser vos questions et à témoigner de vos expériences sur ce confinement. À bientôt, ciao ciao.